Et en pleine canicule de mai et en manche courte que je vous souhaite la bienvenue à Procure en parle cette semaine. On n'en est pas à une surprise près. Procure en parle cette semaine va nous permettre d'en savoir davantage sur les maladies du cœur, les maladies cardiovasculaires qui peuvent se présenter aux gens qui sont porteurs du cancer de la prostate. Et nous allons aborder avec notre invité, le docteur Jean Grégoire, qui est cardiologue, différents sujets. Nous en avons plusieurs. Il y a plusieurs questions qui ont déjà été soulevées et notre invité va y répondre de façon très scientifique et évidemment professionnelle. J'aimerais, avant de vous le présenter, vous rappeler que le 21 juin prochain, à l'occasion de la fête des pères, ce sera la 14e édition de la Marche du Courage, maintenant que l'on appelle la Marche du Courage Jean Pagé, et qui cette année prend une tournure assez particulière compte tenu de la réalité qui nous entoure, c'est-à-dire que ça va être une marche virtuelle. Alors, vous êtes invité à vous inscrire sur le site de procure.ca et à partir de chez vous, de choisir la distance que vous irez parcourir, que vous le fassiez de façon virtuelle ou réelle. Mais ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de ramasser des sous pour notre biobanque et évidemment pour le bon fonctionnement de l'organisme Procure que vous connaissez déjà. Alors, ça me fait un grand plaisir maintenant de vous présenter notre invité à Procure en parle, le docteur Jean Grégoire. Jean Grégoire, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Jean Grégoire est cardiologue et aujourd'hui, on aura l'occasion d'explorer différentes avenues. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu, que vous mettiez la table par rapport à ce 45 minutes, 1 heure que nous allons passer ensemble. Je pense que c'est important pour tous d'avoir une bonne idée des manifestations cardiovasculaires parce que le cancer du prostate, comme vous savez, c'est principalement chez les hommes d'un certain âge. Et on sait que la maladie cardiaque athérosclérotique, donc les problèmes de blocage des artères ou les manifestations de cœur, mais ça survient fréquemment chez les hommes un peu plus âgés. Donc, c'est important de reconnaître les symptômes, de parler un peu de diabète, de parler d'hypertension, de parler également de traiter de la dysfonction érectile, de l'embonpoint. Et je pense qu'on peut le faire de façon agréable, puis d'avoir un peu plus de connaissances qui va nous permettre d'avoir, si on a des symptômes, par exemple, d'être capable de les identifier et d'y faire face et de pouvoir faire le traitement qui s'y rapporte. Jean, ce que j'aime beaucoup de votre approche, c'est qu'elle est très démocratique. C'est-à-dire que vous ne parlez pas nécessairement en termes scientifiques, ce que vous faites sans doute avec vos confrères et vos consoeurs, mais aujourd'hui, je sais que vous en êtes capable de rendre la chose, de vulgariser la chose. Et j'ai une première question qui m'est arrivée aujourd'hui, et ça concerne le traitement hormonal pour un cancer de la prostate. Et on veut savoir si ça augmente les risques d'un ACV ou d'un infarctus. Bien, ce que l'on sait, c'est que tout ce qui va toucher aux hormones chez les hommes peuvent être associés à un risque plus élevé de manifestations cardiovasculaires. Donc, c'est important à partir du moment où on a une indication d'hormonothérapie d'être en mesure de choisir les meilleures options qui pourraient être associées à une réduction du risque comme tel. C'est certain que le risque de manifestation cardiovasculaire demeure toujours un risque hypothétique avec différents types de traitements, alors que si on a un cancer de la prostate, mais on a un cancer de la prostate. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est une hypothèse, ce n'est pas donc quelque chose qu'on dit si on avait, mais on a, donc il faut faire face et de traiter le cancer de prostate, mais sachant que certaines options thérapeutiques pourraient être associées peut-être à un risque légèrement plus élevé de manifestations cardiovasculaires, mais le risque va toujours demeurer plus faible que le cancer et le risque de progression comme tel. J'aimerais savoir s'il y a des signes avant-coureurs d'un infarctus. Qu'est-ce qu'on peut ressentir? C'est pas clair, ça. Moi, j'ai l'impression que si j'ai mal dans le bras, par exemple,
J'ai Oui. un AVC qui se présente et je suis complètement à côté de la plaque. Oui. C'est sûr que si on parle de manifestation cardiaque chez l'homme, la manifestation cardiaque chez l'homme, elle est beaucoup plus spécifique et beaucoup moins atypique que chez la femme. Donc ça, c'est peut-être un avantage que l'on a. Habituellement, les hommes qui ont des manifestations de douleur thoracique, donc des manifestations d'angine, l'angine, c'est en relation avec un blocage d'une ou des artères du cœur. Donc, on a 3 artères au niveau du cœur, et quand une de ces artères devient rétrécie, on peut avoir des manifestations de malaise thoracique. Donc, les manifestations qui sont en relation avec un problème cardiaque, de façon typique, c'est un malaise, une pression, une brûlure, ça peut être un serrement qui survient au niveau du thorax et typiquement arrive lorsqu'on va faire un effort. Donc, lorsqu'on va faire un effort, on va augmenter la pression, on va augmenter la fréquence cardiaque et en réponse à l'augmentation de la demande du travail du cœur, si on a un blocage qui réduit donc l'apport d'oxygène dans un territoire, ça va se manifester par une douleur, un malaise, un serrement au niveau thoracique. Certains patients peuvent avoir des douleurs à la mâchoire à l'exercice ou des douleurs aux membres supérieurs gauche principalement à l'effort. Et des fois, c'est une douleur qui provient du thorax et qui va être irradiée vers le cou ou vers le bras. Typiquement, cette douleur-là donc survient à l'effort lorsqu'on va augmenter la cadence ou qu'on va augmenter, par exemple, l'intensité de l'effort telle qu'on va gravir une pente. Et de façon typique, lorsque on arrête l'effort ou on diminue l'intensité de l'exercice, à ce moment-là, la douleur disparaît. Donc ça, c'est de l'angine. Si on fait un infarctus, mais la douleur que l'on ressentait ou ce type de douleur-là va être persistant et à ce moment-là, il faut appeler de l'aide. Parce que si on est en train de faire un infarctus, c'est que ça veut dire qu'on a une artère qui s'est bloquée complètement et il y a un territoire à ce moment-là qui est à risque. Mais de façon typique, c'est une douleur rétrosternale sous forme de serrement, pression, brûlure, qui, lorsqu'on fait un infarctus, ne lâchera pas spontanément. Comment faire la différence entre une crise d'angoisse, par exemple? Dans les temps qui courent, on sait, tout le monde, c'est très anxiogène. Il y a des gens qui souffrent davantage que ça. Bon, il y a des apports de maladies mentales qui entrent en ligne de compte. Plus ça va, plus c'est probable. Alors, donc, il y a une possibilité de crise d'angoisse. Mais comment différencier entre la crise d'angoisse, la crise d'angine et la crise cardiaque? Okay. Bon, mais ça, c'est une très bonne question, mais il faut savoir que si on regarde l'angine qu'on a parlé tantôt de façon assez typique, survient à l'exercice, l'angoisse est souvent associée à une situation de stress. C'est souvent des malaises qui vont survenir également. Ça peut être un malaise qui est très semblable, très similaire à une douleur de cœur, mais habituellement, c'est un malaise qui va survenir donc souvent au repos. Souvent, on va trouver une condition qui va faire que les gens vont avoir ce malaise-là. On reçoit un mauvais appel au téléphone. Les gens qui vivent avec le conjoint ou l'environnement, une situation qui augmente là, de la tension. Et c'est souvent une condition qui le fait d'essayer de reposer, de prendre une grande respiration, où certains patients vont prendre, par exemple, des anxiolytiques, tout ça, où la douleur va partir. Alors que, et si les gens ont de la nitro, par exemple, parce que la nitroglycérine, on donne souvent ça aux patients qui font de l'angine, parce que la nitroglycérine, c'est un vasodilatateur, donc ça augmente le calibre des vaisseaux. Mais lorsqu'on est angoissé, puis on prend une puff de nitro, par exemple, mais ça ne traite pas l'angoisse. Ça va traiter l'angine, ça ne traite pas l'angoisse. Donc, souvent, les malaises d'angoisse, donc, c'est des malaises qui peuvent être de durée prolongée aussi. Alors que typiquement, l'angine, ça dure
moins de 10 minutes à peu près. Donc, ça, c'est des façons de faire la distinction entre une manifestation anxieuse et des manifestations également cardiaques. Il y a des problèmes d'estomac aussi qui peuvent être associés à des symptômes qui sont très superposables à des malaises thoraciques parce que ça survient dans cette région-là. Mais souvent, les problèmes d'estomac, c'est des problèmes qui surviennent après les repas. Des fois, les gens font des symptomatologies, on dit de reflux, il y a un goût amer dans la bouche. Et ça peut être associé à des spasmes au niveau de l'œsophage. Et typiquement, ça survient également au repos ou en période après un repas. Moi, j'aimerais, avant qu'on... J'ai une autre question qui est reliée de très près à ça, mais j'aimerais inviter les gens qui nous écoutent en ce moment et qui nous regardent en ce moment. Si vous avez des questions à poser, c'est très simple. Hein. Vous nous rejoignez sur procure.ca, vous l'avez déjà fait, et là, vous posez dans la section au bas de l'écran qui est questions et réponses, et là, vous écrivez votre question à ce moment-là et on aura l'occasion, je pourrai lire votre question à partir de ma page Zoom. Alors, en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, Jean, à partir de quel moment est-ce qu'on appelle le 911? Bon, mais habituellement, ça serait une douleur thoracique, un serrement qui, si on avait de la nitroglycérine, par exemple, on prend une nitro aux 5 minutes pendant, donc un total de 15 minutes. Et si la douleur ne lâche pas, c'est absolument une manifestation d'une condition plus importante. Si on a par ailleurs une douleur qui est importante, associée à de la sudation, sensation de perte de connaissance, et on ne se sent vraiment pas bien, bien, je pense qu'il ne faut pas hésiter à appeler le 911. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait un infarctus? Bien, on est mieux de consulter pour une fausse alerte que de passer à côté. Mais de façon typique, c'est si on a une douleur thoracique qui survient à l'effort, par exemple, et malgré le fait d'arrêter l'exercice, la douleur persiste, ou le fait qu'on prenne de la nitro et la douleur persiste, on devrait à ce moment-là appeler le 911. Donc, un malaise qui est d'une durée de plus de 15 minutes, rétrosternal, dans la mâchoire, associé ou non à de la sudation, mais absolument, on devrait appeler le 911. Est-ce qu'il n'y a pas un certain trouble du langage qui peut également être associé à oui. ce genre de problème? Seulement, lorsqu'on a une manifestation cardiaque, ça demeure au niveau cardiaque. Mais lorsqu'on parle de troubles de langage, lorsqu'on va parler également d'engourdissement d'un membre, la perte de symétrie du visage, ça signe une manifestation au niveau cérébral. Donc, lorsqu'on parle de maladies cardiovasculaires, on peut parler de maladies cardiaques, mais on peut parler également de maladies cérébrales. Et lorsqu'on a donc la difficulté à trouver ces mots, on a des difficultés à prononcer, on a également soit de la perte de vision d'un œil, ou on devient engourdi d'un côté, mais ça peut être un signe de faire ce qu'on appelle un AVC. Et un AVC, c'est également une urgence. Parce que maintenant, depuis plusieurs années, aussi bien qu'on intervient pour le cœur, mais c'est possible également d'intervenir pour le cerveau et d'empêcher d'avoir des dommages cérébraux. Donc, si on a ce genre de manifestation-là, manque de mots, faciès qui n'est pas symétrique, on a un engourdissement d'un côté, que ce soit sensitif ou que ce soit moteur, on n'est plus capable de bouger, c'est une urgence, puis il faut appeler le 911. D'accord. Est-ce que c'est une légende urbaine de consommer de façon régulière des aspirines pour bébés? Oui, mais ça, c'est intéressant parce que pendant plusieurs années, on a parlé de la prise d'aspirine de bébé, la petite dose de 80 mg ou 81 mg. La dose qu'on prenait antérieurement pour les maux de tête, c'était le 325 mg. Donc, la petite dose, c'est le 80 mg. Et pendant plusieurs années, on a parlé de vertu de l'aspirine chez les patients qui n'avaient pas de manifestation cardiaque, en disant que ça pouvait prévenir un premier événement
ou ça pouvait même prévenir une manifestation cérébrale. Et avec les données plus récentes, on a démontré qu'il n'y avait pas de bénéfice à prendre de l'aspirine chez les patients qui n'ont pas de manifestation cardiaque au préalable. C'est important parce que l'aspirine, c'est un médicament qui est disponible au commun. Lorsqu'on va chez Costco, on va à la pharmacie, on peut acheter de l'aspirine, c'est disponible, ça ne nécessite pas de prescription. Mais l'aspirine, c'est associé à un risque de saignement digestif qui est plus important que les bénéfices associés à la prévention d'un premier événement. Donc, on ne devrait pas prendre d'aspirine si on n'a pas une manifestation cardiaque documentée. Si cependant, on est un patient pour lequel on a déjà posé un diagnostic de problème cardiaque, parce qu'on a déjà fait de l'angine, on a déjà fait un infarctus, on a déjà été dilaté avec un ballonnet ou un petit stent, ou on a eu des pontages, ou on a déjà fait un AVC, à ce moment-là, l'aspirine est indiquée. Et ça, c'est des patients qui ont déjà eu une manifestation cardiaque. Qui ont un historique cardiaque, d'une certaine façon. Donc, l'aspirine n'est pas dénudée d'effets secondaires, puis il faut être prudent. Maintenant, la nitroglycérine, ce n'est pas disponible. Il faut ça prend une prescription, ça. Ça prend une prescription, oui. Absolument. Oui. Est-ce que, dites-moi, le traitement hormonal pour un cancer de la prostate, est-ce que ça augmente les risques pour un AVC ou... Ben, lorsque, tantôt, on discutait au niveau de la testostérone, tout ça, mais on sait qu'il y a certaines modalités hormonales ou contre les androgènes pour le cancer de la prostate qui semblent être associées à un risque légèrement plus élevé de manifestation cardiaque. Donc, il y a différents types de molécules, il y a différents types de mécanismes. On n'a pas d'études excessivement bien faites chez les patients, puis de voir si tel composé ou tel composé est associé à un risque plus élevé. Mais il y a certains mécanismes qui semblent être associés à un risque légèrement plus élevé de manifestation cardiovasculaire, principalement chez les patients qui sont à risque et qui ont déjà fait un événement. Et je pense que les urologues sont bien au fait de cette différence. Et lorsqu'on fait un questionnaire et qu'on est en mesure de reconnaître des manifestations cardiaques chez un patient, mais on devrait possiblement privilégier certaines molécules plutôt que d'autres parce qu'on a un signal avec certaines modalités thérapeutiques qui sembleraient être associées à une augmentation légère du risque d'événements cardiaques, principalement chez les patients qui en ont déjà fait un. Alors, l'historique cardiaque dans toute cette histoire est extrêmement important. Donc, en principe, si on visite notre médecin de famille une fois par année, il serait en mesure de détecter des symptômes qui pourraient lui indiquer qu'effectivement, il y a peut-être un risque cardiaque, qu'on a besoin d'un examen à l'hôpital, par exemple, une rencontre avec un cardiologue. Oui. Ou son médecin de famille, mais chose certaine, c'est que les facteurs de risque qui sont associés aux manifestations cardiaques sont à peu près les mêmes qui sont associés au risque de cancer de la prostate. Donc, il y a beaucoup de chevauchements, mais on sait qu'un des premiers facteurs de risque pour développer des manifestations au niveau cardiaque, c'est l'âge. Donc, plus on vieillit, plus on a de chances d'avoir des manifestations cardiaques. Si on greffe avec ça de l'embonpoint, si on greffe de l'hypertension, si on greffe du diabète, du cholestérol, le tabagisme, des habitudes de vie qui ne sont pas parfaites toujours au niveau de l'alimentation, tout ça, ce sont tous des facteurs qui sont associés à des manifestations cardiaques potentielles. Et donc, chez un patient qui a de nombreux facteurs de risque, mais c'est important lorsqu'on a un contact avec son médecin que celui-ci devrait faire le questionnaire pour essayer de détecter si on a des manifestations cardiaques sous-jacentes. Des fois, le patient ne va pas nécessairement dire ses symptômes, mais quand on regarde, par exemple, moi, si je vois un patient qui est hypertendu, diabétique, avec un cholestérol élevé, fait une surcharge de poids
est un fumeur, mais c'est sûr que je vais poser la question si on a des manifestations de douleur, par exemple, si on fait des efforts. On aura l'occasion tout à l'heure d'aller un peu plus en profondeur dans différents des sujets qu'on va aborder. Je les nomme: pression artérielle, cholestérol, arrêt de médication, dysfonction érectile, embonpoint. Et je rappelle aussi aux gens qui sont sur la page de procure.ca qu'il est possible de poser des questions via le bouton questions-réponses juste dans le bas de l'écran, et on va traiter ces questions dans la deuxième partie de notre webinaire cet après-midi. Ici, il y a quelqu'un qui n'a jamais parlé de ses problèmes cardiaques antérieurs avec son urologue, celui qui traite son cancer de la prostate. Alors, devrais-je lui en parler? C'est la question. Est-il trop tard pour lui dire que j'ai eu un infarctus il y a 5 ans? Et est-ce que ça peut changer quelque chose dans la manière où il traite mon cancer? Bien, je pense qu'effectivement, votre urologue devrait être au courant de vos antécédents, incluant les antécédents cardiaques. Je pense que c'est important. Dans la prise en charge de votre condition, surtout également que si on veut faire une intervention chirurgicale, par exemple, un patient qui a déjà fait une manifestation cardiaque, qui a déjà fait un infarctus, mais il y a des précautions à prendre qui sont un peu différentes que le patient qui n'en a jamais fait si on envisage une intervention. Je pense que c'est une chose qui est importante, donc, de partager avec son urologue. L'autre chose également, c'est que lorsque l'urologue va prendre en considération le type de traitement pour le cancer de la prostate, dépendant du stade, mais il y a certains stades de cancer de la prostate qui nécessitent un type de traitement particulier. Et dans le choix de ce traitement-là, si l'urologue sait que vous avez des antécédents cardiaques, mais ça peut peut-être changer la thérapie. L'autre chose également, c'est que dans la prise en charge de vos facteurs de risque, bien, je pense que de plus en plus, on doit travailler en médecine en équipe. Et c'est important si l'urologue s'aperçoit que vous avez une hypertension qui n'est pas bien contrôlée, que vous avez un tabagisme, que vous êtes diabétique, de s'assurer que vos facteurs de risque soient bien contrôlés, bien suivis et normalisés pour réduire le risque de manifestation cardiaque en fonction du temps. Non seulement, Jean-Grégoire, docteur Jean-Grégoire, êtes-vous un praticien, vous êtes également un professeur. Et à l'université, j'aimerais savoir si dans la transmission de vos connaissances, dans les informations que vous donnez aux gens qui suivent vos cours, s'il y a eu une évolution sur l'ensemble des réalités entourant le cancer de la prostate et aussi des problèmes cardiologiques. Je pense que c'est une discipline qui est c'est quand même assez nouveau, ce lien entre le traitement du cancer de la prostate et les manifestations cardiaques. Et je vous dirais qu'il y a de plus en plus de spécialistes qui sont au fait de cette association-là. Comme nous, on a participé au Canada à un regroupement de cardiologues ensemble avec des intérêts un peu différents et des urologues pour faire une publication aussi bien utile en urologie qu'en cardiologie pour justement guider un peu les spécialistes qui traitent les patients avec un cancer de la prostate sur le choix du meilleur traitement pour permettre d'améliorer le devenir du patient avec le cancer du prostate, mais de ne pas l'exposer à une augmentation du risque cardiaque. Je vous dirais que ce qu'on appelle la cardio-oncologie, c'est une discipline qui est en effervescence, qui est en développement. C'est la première fois que je l'entends. Pardon? C'est la première fois que j'entends cette définition-là. Oui, la cardio, parce que de plus en plus, on a des patients qui ont des cancers, ouais, mais qui ont une excellente évolution à long terme. Et donc, on regarde l'impact d'un traitement sur d'autres manifestations. Quand antérieurement, on n'avait pas la possibilité d'avoir vraiment un impact important et intéressant sur le pronostic des patients, on gardait moins un peu l'effet secondaire et les retombées dans d'autres domaines. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de patients qui ont un cancer de la prostate qui vont vivre très longtemps. Puis il faut être sûr que ce que l'on donne aux patients ne va pas être associé à d'autres complications. Je
pense que c'est la science qui progresse. Puis on essaie de mettre nos collègues au courant des découvertes pour permettre de faire le meilleur choix, pour permettre d'aider le patient et d'améliorer les connaissances des médecins. J'ai une question ici de Richard. J'ai des injections de Lupron dépôt aux 12 semaines. Est-ce que je dois aviser mon cardiologue? Je pense que ce n'est pas mauvais qu'il soit au courant parce qu'encore une fois, lorsqu'on va jouer au niveau hormonal chez les patients, on a quand même un risque, comme je vous dis, le risque n'est pas énorme, mais ça devrait encourager votre cardiologue, votre médecin, de s'assurer que la totalité des facteurs de risque de la maladie cardiaque soit normalisée et contrôlée le plus possible. Donc, je pense que ça, c'est une chance parce que si on sait qu'on prend une molécule et qui peut peut-être augmenter légèrement le risque, bien, si on diminue l'autre risque parce qu'on contrôle tous les facteurs de risque, donc votre évolution va être excellente à long terme. J'ai une question de Jean-Pierre ici. Quelles sont les différences entre les symptômes de chaleur intense de l'hormonothérapie et des symptômes cardiaques? C'est rare que les symptômes cardiaques, c'est vraiment une chaleur de façon typique. Les symptômes cardiaques, c'est beaucoup des malaises, c'est beaucoup des serrements si on regarde au niveau cardiaque. On n'a pas vraiment de bouffée de chaleur associée, à moins de faire une hypotension importante et de faire ce qu'on appelle une réaction vagale. Donc, la grande majorité des manifestations cardiaques, c'est des manifestations de malaise autosternal et non pas associées à des phénomènes de chaleur qu'on va avoir avec l'hormonothérapie. Ici, j'ai fait un infarctus il y a 2 ans. Je prends au moins 4 médicaments dont je ne me souviens pas des noms. Et je sais qu'il y a un anticoagulant là-dedans. Ouais. Quand pourrais-je arrêter de les prendre? OK. Donc, de façon typique, quand on fait un infarctus du myocarde et, par exemple, si on a une dilatation coronarienne, mais le cardiologue va donner de l'aspirine et on donne souvent une autre molécule qui va jouer sur la coagulation sanguine. Vous avez certainement des gens qui assistent, déjà entendu parler, par exemple, du Plavix. Et ça, c'est des médicaments qui jouent sur la coagulation, mais qui ont un effet additif les deux. Donc, on a un effet encore plus important. De façon typique, les antiplaquettaires, donc qui sont par exemple l'aspirine et le Plavix, on les prend pour un total d'1 année et par la suite, on va enlever un des deux, puis absolument, on va continuer avec l'aspirine. Et je vous dirais qu'il y a certains patients qui vont prendre des anticoagulants, donc ça joue sur la coagulation sanguine, et absolument, il y a une bonne indication de prendre un anticoagulant. Et souvent, lorsqu'on prend cette molécule-là ou ces classes de médicaments-là, c'est des conditions qui vont être prises de façon chronique. Si on veut savoir justement la durée de la prise du médicament, c'est important de redemander à son cardiologue. Vous m'avez donné 4 molécules différentes, je prends 4 pilules. Est-ce que de ces médicaments-là, il y en a certains que je vais pouvoir arrêter avec le temps? Ou je vais continuer les mêmes molécules. Mais il ne faut pas arrêter ces molécules soi-même. Ça, je pense que c'est un message qui est important. N'arrêtez pas votre médication. Il faut demander le pourquoi on prend les pilules et de voir est-ce que nécessairement toutes les molécules que vous prenez sont indiquées ou non. Mais cette conversation-là, on l'a avec son médecin de famille. On peut l'avoir avec son médecin de famille, on peut l'avoir avec son cardiologue, on peut l'avoir avec une infirmière praticienne, on peut l'avoir avec son pharmacien, mais souvent, le pharmacien ne connaît pas exactement tout du dossier médical du patient. Mais un médecin de famille devrait être au courant et devrait être en mesure de conseiller son patient. Ici, il y a une question de, je crois que c'est Jacqueline. Je fais de l'angine, je suis médicamenté. L'urologue m'a prescrit du Levitra 20 mg. Dans le passé, avec mon diagnostic de Levitra, a causé une manifestation de basse pression plutôt désagréable
même si la pilule de 20 mg a été divisée en 7 ou 8 parties. OK. Bon, mais je pense qu'il y a des patients qui sont très sensibles à des médicaments tels que le Levitra ou autres médications pour la dysfonction érectile. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que certains patients, donc c'est un vasodilatateur, donc certains patients vont être très sensibles, surtout les patients qui peuvent avoir une tension artérielle de base qui est plus basse. Donc ces patients-là, à ce moment-là, il faut être plus prudent. L'autre chose, c'est que lorsqu'on va prendre ce type de médicaments-là, que ce soit le Viagra, le Levitra, le Cialis, c'est des médicaments qui ont une contre-indication absolue et la contre-indication absolue, c'est la prise de dérivés nitrés, donc de la nitro. Et il y a différents types de nitro que les cardiologues ou les médecins de famille peuvent donner. Il y a de la nitro en spray qu'on peut donner et qu'on administre sous la langue. Il y a de la nitro également en comprimés, qui sont des tout petits comprimés qu'on met également sous la langue. Et il y a de la nitro à longue action qu'on peut prendre avec des comprimés qui va durer toute une journée. Et il y a des timbres de nitro qu'on peut donner également. Et la chose qu'il faut se rappeler, c'est que les dérivés nitrés, peu importe leur présentation, sont contre-indiqués avec les médicaments pour la dysfonction érectile et ils sont contre-indiqués 24 heures au préalable et 24 heures par la suite. Donc, ça veut dire que si on prend de la nitro, mais il ne faut pas prendre aucun des médicaments pour la dysfonction érectile 24 heures après et ne pas reprendre un autre médicament nitré 24 heures suite à la prise de la médication pour dysfonction érectile. Parce que ça peut être associé à des hypotensions très importantes, peuvent même être sévères et nécessiter des traitements très intensifs. Les gens qui sont porteurs d'un cancer de la prostate, en ce qui nous concerne, sont souvent très anxieux, sont inquiets et sont appelés, s'ils avaient arrêté de fumer peut-être 5 ou 10 ans auparavant, tout à coup, devant autant de stress, se remettent à fumer. Alors, parlons de cette infâme cigarette. Est-ce que la cigarette, par exemple, si on en prend 5 par jour, ça peut être dommageable? Écoutez, quand on regarde la totalité des études, on va considérer un patient fumeur si un patient fume même une cigarette. Là. Donc, c'est certain qu'il y a une relation entre le nombre de cigarettes et les manifestations au niveau des vaisseaux. Mais on sait que seulement une cigarette a un effet sur la capacité de dilater l'artère. C'est-à-dire qu'un patient qui prend une cigarette a absolument des artères qui sont plus constrictées. Donc, on sait qu'on dit toujours, par exemple, chez un patient pour lequel on l'encourage de suivre sa tension artérielle avec un appareil à la maison, d'essayer de ne pas fumer 30 minutes avant parce que ça contribue à l'augmentation de la tension artérielle. Donc, c'est clair qu'on devrait autant faire se peut ne pas fumer. Si on fume parce qu'on vit beaucoup de stress, puis c'est notre échappatoire, mais tenter de réduire le plus possible le nombre de cigarettes que l'on fume quotidiennement. Mais dans un monde idéal, c'est sûr que même une cigarette a un impact sur si on regarde la biologie vasculaire. C'est pas nul de prendre une cigarette. Idéalement, donc. Il faudrait arrêter de fumer. Oui. Ici, il y a un homme qui a 71 ans, un homme de 71 ans qui, à 69 ans, angine est dilaté par un ballonnet. Et depuis mars cette année, en hormonothérapie avec du Zoladex et du Xtandi, subit des bouffées de chaleur et d'hypertension. 182 de pression contrôlée par du Nicardis et suggestion d'exercice physique difficile à faire dû à des problèmes à la cheville gauche. Il y a un petit problème. Qu'est-ce que vous lui recommandez? Bien, je pense que sa tension artérielle, elle est élevée et c'est certain que si la seule médication qui est prise, c'est actuellement le Nicardis, mais il faut possiblement voir son médecin pour optimiser, augmenter un peu le nombre de médicaments pour la tension artérielle.
Donc, la tension artérielle à domicile, ça devrait être une moyenne, si on regarde le premier chiffre, de 135 mm de mercure. Donc, si on s'aperçoit que la tension artérielle, en raison de la médication, est significativement plus élevée, mais à ce moment-là, il faut moduler la médication, possiblement la changer ou l'améliorer pour permettre d'avoir un meilleur contrôle de la tension artérielle. Quels seraient les écarts possibles, si on veut? Quels seraient les écarts possibles dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui est tolérable? Ben, comme on dit, la tension artérielle moyenne devrait être autour de 135 ou chez un bureau de docteur autour de 140. On a un lien entre les tensions artérielles mal contrôlées et le risque, par exemple, de développer des problèmes au niveau du cerveau, au niveau des reins, au niveau du cœur. C'est sûr que ce n'est pas pendant une courte période de temps, c'est plus la notion de chronicité. Là. Si pendant longtemps la tension artérielle n'est pas bien contrôlée, on risque d'avoir des complications. Une tension, si vous prenez votre tension artérielle de façon régulière, vous apercevez que votre tension artérielle elle est toujours au-dessus de 140 mm de mercure, 150, 160, bien, ça démontre que votre tension artérielle est mal contrôlée, puis vous devriez consulter ou communiquer avec votre médecin pour que le traitement soit modifié et amélioré pour permettre de contrôler celle-ci. Une des choses qui est importante, qui n'est pas pharmacologique, c'est la réduction de la consommation de sel dans la diète. Donc ça peut aider beaucoup. Si on réduit la consommation de sel, ça va contribuer à réduire un peu la tension artérielle. L'autre chose, c'est que là, vous avez un problème au niveau de la cheville qui rend l'activité physique plus difficile. On sait que la marche, ça peut aider beaucoup au niveau du contrôle de la tension artérielle, donc l'exercice. Et l'autre chose également, c'est faire attention à l'alcool, parce que l'alcool peut contribuer à l'augmentation de la tension. On parle de l'alcool en général, du De vin. l'alcool en général. Et l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a certains patients qui, en raison de douleurs musculaires ou douleurs, par exemple, articulaires, vont prendre des médicaments qui sont des anti-inflammatoires, tels que, par exemple, l'Advil. L'Advil, il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour des maux de tête, tout ça, mais l'Advil, c'est un médicament qui peut augmenter la tension artérielle. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire qui n'est pas des médicaments. Donc, ce sont des modifications des habitudes de vie. On fait attention également à certaines classes de médicaments et qui peuvent contribuer à réduire la tension artérielle sans qu'on ait à ajouter d'autres molécules. Si en dépit de tout ça, votre tension artérielle demeure élevée, il faut consulter. J'aimerais rappeler qu'à notre webinaire cette semaine, Procurant parle, notre invité est le cardiologue et professeur, le docteur Jean Grégoire. Nous allons maintenant passer à des questions qui concernent le cholestérol. Et je sais que ça inquiète beaucoup de gens. L'hypercholestérolémie, si je l'ai bien prononcé, est une condition. Est-ce qu'elle est héréditaire d'abord? Est-ce que c'est héréditaire? Oui, je pense qu'une chose qui est importante de dire, c'est qu'on a tous du cholestérol. Okay? Donc, il n'y a personne qui n'a pas de cholestérol en circulation, on en a tous. Et le cholestérol, c'est une substance qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de plusieurs cellules, pour la synthèse de plusieurs hormones. Donc, ça veut dire que ça, c'est une chose qui est importante de se rappeler que c'est important, le cholestérol. L'autre chose, c'est qu'on a des niveaux de cholestérol qui sont des fois excessivement élevés. Et il y a des patients qui ont des cholestérols. Donc, il y a des gens qui ont des histoires familiales positives de cholestérol génétiquement anormales. Et ça, c'est des niveaux de cholestérol qui sont très, très élevés. Et ces patients-là, il faut les traiter. Parce que si on ne les traite pas... Est-ce que ça provoque des symptômes, par exemple? Bien, les conséquences d'avoir un cholestérol élevé, le cholestérol comme tel ne donne pas de symptômes, mais la conséquence d'avoir un cholestérol élevé va en donner. Et le risque, c'est d'avoir des blocages dans les vaisseaux puis de donner des problèmes comme des AVC ou des problèmes tels qu'un infarctus. J'ai une bonne question ici. Un taux de cholestérol élevé, que je lise correctement, je viens de débuter une hormonothérapie pour mon cancer de la prostate. Oui. À quel type d'effet métabolique dois-je m'attendre? Oui, ça peut donner entre autres des problèmes au niveau de l'augmentation du poids. Ça peut changer également chez certains patients
le bilan au niveau du cholestérol. L'autre chose, c'est que ça peut amener également des problèmes au niveau du, du métabolisme, au niveau du sucre. Il y a des patients qui peuvent développer ce qu'on appelle de l'intolérance au glucose et d'avoir un état qui est prédiabétique. Et ça, c'est des manifestations qu'on voit quand même assez fréquentes avec l'hormonothérapie, puis les problèmes au niveau de la tension artérielle. Donc, c'est certain que lorsqu'on commence l'hormonothérapie, c'est important d'avoir une valeur de base, par exemple de la glycémie, du cholestérol, de la tension artérielle, et de voir si, suite à l'impact donc de l'hormonothérapie, on a un changement de ces paramètres, et si oui, à ce moment-là, d'y faire face et de les traiter. D'accord. On parle ici de statines. On pose une question concernant les statines qui réduisent le risque d'apparition du cancer de la prostate et sa progression. Est-ce vrai? Bon, écoutez, je ne vous dirais pas qu'il y a de très bonnes études qui ont été faites avec l'utilisation des statines et des manifestations de certains types de cancers tels que la prostate. Mais lorsqu'on regarde certaines données qui ne sont pas nécessairement des données où on n'a pas donné de la prostate pour voir, on n'a pas donné du moins une statine pour voir s'il y avait vraiment un impact sur le cancer de la prostate, mais c'est des trouvailles qui suggèrent peut-être un bénéfice. À ce moment-là, ça devrait, en théorie, si on voulait prouver cette hypothèse, inciter les chercheurs à faire vraiment une étude sur l'utilisation des statines sur la prostate, mais chose certaine, les statines ne semblent pas être associées à une augmentation du risque et ont peut-être un effet bénéfique. C'est vrai qu'on parle maintenant d'embonpoint. Il y a beaucoup de gens qui sont abattus sur la page d'aujourd'hui et en général en société, il y a plein de gens qui font de l'embonpoint. On sait qu'aux États-Unis, c'est un problème majeur de santé. Quel devrait être, quand on parle d'embonpoint, le tour de taille idéal? Est-ce que c'est voir ses pieds, voir ses jambes, voir son petit oiseau ou autre chose? Écoutez, dans un monde idéal, là, on devrait, parce qu'on parle beaucoup en centimètres dans les relations, là, on devrait avoir un tour de taille inférieur à 36 pouces, OK? Donc, ou 102 centimètres comme tel. Donc, on a, lorsqu'on parle de syndrome métabolique, par exemple, qui sont associés absolument à l'embonpoint, mais on sait que plus l'abdomen est volumineux et qu'on va parler donc d'un gros ventre et surtout une bédaine qui est dure, bien, ça, c'est associé à un risque d'événement cardiovasculaire qui est significativement plus grand. Donc, si on devrait essayer d'avoir un tour de taille mesuré à l'ombilic, ça, c'est important parce que souvent, les gens peuvent avoir un abdomen qui est très protubérant, mais ils prennent comme pantalon, par exemple, des 34 parce qu'ils mettent le pantalon sous la bédaine. Donc, on mesure le tour de taille donc, au niveau des hanches et de façon horizontale. Et on devrait avoir, dans un monde idéal, inférieur à 36. Une question de problème urinaire ici. J'ai 42 ans. Tous mes tests sont négatifs. Mon médecin de famille m'a dit que mes problèmes disparaîtraient lorsque j'aurai perdu du poids. Est-ce que la perte de poids peut aider à la résolution de certains problèmes urinaires? Oui, je pense que oui. Je pense que l'obésité, entre autres, surtout l'obésité importante puis l'obésité abdominale, peut amener là, des phénomènes de compression au niveau du petit bassin, tout ça. Et c'est certain que le fait de réduire le poids pourrait peut-être, chez certains patients, améliorer leurs symptômes urinaires. Donc, il faut y aller progressivement. Ce n'est pas facile de perdre du poids. Je dirais, il n'y a pas de diète miracle, il n'y a pas de molécule miracle non plus. Il faut savoir que le poids, c'est un équilibre entre les dépenses et les apports. Donc, ça veut dire que si on a une grande dépense énergique et on fait, par exemple, un apport qui est réduit, nécessairement, on va avoir une perte de poids. C'est vrai qu'on aborde, en conclusion peut-être, la dysfonction érectile. Je sais que, bon, avec l'âge, il y a une certaine perte de fonction érectile qui est liée effectivement à l'âge d'une part, mais qui aussi est liée à certains traitements qui ont été reçus
pour le cancer de la prostate, dont l'hormonothérapie. Est-ce que la dysfonction érectile est un signe avant-coureur d'une maladie cardiaque? Oui. Bien, écoutez, la dysfonction érectile, c'est sûr que si vous avez eu un cancer de la prostate, vous avez une opération, vous prenez plusieurs molécules, ce n'est pas un signe de manifestation cardiaque. On a une condition sous-jacente qui explique que vous avez un problème au niveau des érections. Chez un patient qui a des facteurs de risque, on ne parle pas de cancer de la prostate, et qui a un problème de dysfonction érectile, donc ça peut être un signe précoce qui suggère une maladie vasculaire. Donc ça, c'est important parce que la dysfonction érectile peut être un signe de maladie vasculaire à son début. Donc ça, c'est une chose, mais donc la dysfonction érectile, ça peut être un signe de pathologie vasculaire, mais on sait que pour la dysfonction érectile, on a d'autres mécanismes également. Mais il y a beaucoup de médicaments quand on donne en médecine et qu'on donne en cardiologie également qui peuvent être associés à la dysfonction érectile, entre autres les bêta-bloquants, que beaucoup de patients coronariens qui ont fait des infarctus, qui font de l'angine prennent. Et ça, c'est une classe de médicaments qui est renommée pour donner de la dysfonction érectile. Puis si vous avez des molécules qui sont associées à une dysfonction érectile, ça vaut la peine d'en parler à votre médecin parce qu'en changeant de type de médicament, on peut possiblement améliorer ce symptôme. Il y a une tendance sociétale, docteur Grégoire, en ce moment, depuis plusieurs années déjà, qui va vers les produits naturels, qui va vers le bio et tout ça. Et on sait que très souvent, le traitement que l'on donne, c'est bon, des sachets ou des pilules, c'est des produits chimiques. Mais est-ce qu'il existe des suppléments ou des plantes médicinales naturelles pour réguler, par exemple, dans le cas du diabète, la glycémie? La réponse est non. Pas vraiment. Je vous dirais, tous ces médicaments-là qui sont dits naturels ont absolument pas d'effet sur le diabète comme tel. C'est une position scientifique? Est-ce qu'on reproche au milieu qui produit ce genre de médicaments-là, des produits naturels, c'est parce qu'on n'a pas fait assez d'expérience ou on en est arrivé à la conclusion que c'était nul? Ben, vous savez, la grande majorité des médicaments qui sont couramment sur le marché, si on veut avoir une approche qui est scientifique, c'est qu'il faut toujours comparer un bras actif avec un bras qu'on appelle un placebo, qui n'est pas le médicament actif qu'on évalue. Exact. Et que c'est important pour démontrer l'efficacité d'une molécule, c'est qu'on prenne des gens, une population de patients, mettons, on prend 100 patients, 50 patients vont avoir la molécule active, 50 patients vont avoir le placebo, mais ni les patients, ni l'investigateur ne sait ce que les gens prennent. Et par la suite, on fait des évaluations puis des critères objectifs pour dire on veut évaluer, par exemple, si cette molécule-là fonctionne. Si on regarde le diabète, on pourrait dire je vais essayer cette molécule-là. 50 patients d'un côté avec la molécule active, 50 je leur donne un placebo qui est rien. Et je veux que la glycémie diminue de temps. Et là, donc, je fais la glycémie. Puis quand j'ai les résultats de toutes les glycémies des patients, mais là, je regarde, bon, ce monsieur-là avait telle molécule, l'autre avait un placebo, puis je regarde si c'est efficace ou non. Ça, c'est une approche scientifique que l'on a avec les molécules qui sont disponibles en pharmacie. Pour les médicaments naturels, les suppléments, tout ça, qui se disent bénéfiques, il n'y a jamais d'études. Donc, on n'a jamais d'études contrôlées et c'est pour ça que ça demeure quelque chose souvent anecdotique. Les gens en prennent parce qu'ils ont confiance, mais il y a certaines de ces molécules-là qui peuvent même être délétères parce qu'elles peuvent avoir même des effets secondaires ou des interactions avec d'autres molécules qui peuvent augmenter les effets secondaires. Donc, c'est jamais banal de prendre un supplément ou prendre quoi que ce soit comme tel. Alors, cet après-midi, docteur Jean Grégoire, vous avez éclairé nos lanternes, vous nous avez donné des réponses à beaucoup de questions sur plusieurs sujets autour, évidemment, des maladies du cœur.
Je vous remercie pour votre disponibilité. Vous êtes dans un milieu hospitalier qui doit être hyper chargé, ça doit être pas évident là, par moment. Et on vous remercie que vous êtes rendu disponible cet après-midi pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis j'espère que ça a été utile. Merci bien. Merci. 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 Alors, moi, j'aimerais vous rappeler que Procure en parle, on est à sa 8e édition en webinaire et que les jeudis à 16 heures, nous avons depuis 2 mois donné un peu d'informations, même beaucoup d'informations dans certains cas sur différents thèmes. Ça a été une expérience en ce qui nous concerne à titre d'animateur et de facilitateur fort agréable. Merci d'avoir été là sur procure.ca. J'aimerais vous rappeler que le 21 juin prochain, la fête des pères, le dimanche, je vous invite à la 14e édition de la marche du courage Jean Pagé et nous aurons l'occasion effectivement de se voir sans doute par le biais de nos écrans virtuels. Alors, merci pour votre présence et on se retrouve le 21 pour la marche du courage Jean Pagé. N'hésitez pas, allez sur procure.ca et inscrivez-vous. Merci et bonne fin de journée.